L'immédiat. Il est évident que cette crise remet au goût du jour une vieille utopie qui est de croire que grâce à la technologie, on va complètement décentraliser l'activité et la dématérialiser, puis la décentraliser. Et c'est sûr que voilà, aujourd'hui, que ce soit dans l'organisation du travail, avec les outils, l'émergence de ces nouveaux outils, les Zoom, les Teams, les Slack et autres, en Chine sur l'application DingTalk d'Alibaba, il y a 200 millions de personnes qui se sont connectées au plus haut de la crise en Chine, mais aussi sur d'autres modes, je dirais, qui ne sont pas liés au travail. On pense à la télémédecine, où là aussi le nombre de consultations a explosé. On peut également penser à l'enseignement, où on commence à nourrir l'idée possible de faire de l'enseignement à distance. Mais pour moi, tous ces phénomènes restent encore l'apanage de quelques-uns, dont évidemment le poids dans la représentation médiatique est très fort et donc on a l'impression que c'est quelque chose qui est valable pour l'ensemble de la population, mais ce sont des modes de production et des modes de consommation qui restent éminemment réservés à quelques-uns et qui, de mon point de vue, restent encore de l'ordre du complémentaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir complémenter une activité avec une dimension présentielle. Le bureau ne va pas disparaître. Ils peuvent venir à hauteur de quelques jours dans la semaine, mais il n'empêche que pendant le reste de la semaine, il est évident qu'il y a besoin d'une localisation à proximité de son lieu de travail, et donc que ça continue évidemment de pousser à cette concentration géographique qu'on connaît et qu'on observe depuis quelques temps. Donc, je pense que effectivement, on a fait des très gros bonds et des progrès dans l'adoption des technologies numériques pour le travail, mais aussi pour d'autres modes de consommation, mais qu'ils ne viennent pas remplacer l'importance de la relation physique. Et au contraire, aujourd'hui, on le voit après 5-6 semaines de confinement, on voit bien que nous sommes aussi des êtres sociaux, que la communication ne passe pas que par la vision. La communication entre humains est un peu plus sophistiquée que ça. Et dernier point que j'aimerais avancer dans cette analyse, c'est que plus le numérique sera falsifiable, plus il sera modifiable, plus il sera piratable, et on voit aussi que c'est des phénomènes qui apparaissent aujourd'hui, plus on aura envie de voir des gens en vrai, et en tout cas pour les étapes importantes de la vie économique, que ce soit de signer un contrat, que ce soit d'engager une relation avec quelqu'un, ça ne peut se faire que par une présence physique. Alors, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Robin, c'est-à-dire que oui, on parle de 8 millions de télétravailleurs potentiels. Ça veut quand même dire qu'en effet, il y a 2 tiers de la population des travailleurs qui ne peut pas télétravailler. Et donc, on peut avoir cette image un peu déconnectée de tout peut se faire par ordinateur, voilà, mais il y a quand même 2 tiers des salariés qui sont dans l'incapacité de télétravailler. Alors là, aujourd'hui, les commerces sont fermés, mais on voit bien que tous les gens qui travaillent dans le commerce, par exemple, ou dans les petits commerces, ne peuvent pas, évidemment, télétravailler. Un certain nombre de services publics non plus, les ouvriers non plus. Donc, la grande majorité des Français sont dans l'incapacité de télétravailler. Quand on regarde les statistiques du télétravail potentiel par grandes zones urbaines, on voit que c'est dans les grandes zones urbaines denses, où il y a beaucoup d'emplois, qu'on peut le plus télétravailler. Mais c'est aussi dans ces zones-là où les logements sont le moins adaptés au télétravail. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des logements très chers, donc plus petits. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se projeter à moyen long terme et de regarder si la crise actuelle va avoir un impact ou non sur les choix de localisation des ménages. Robin l'a dit, on est dans une situation extraordinaire. On peut imaginer que le 11 mai et le 11 novembre et l'année prochaine, il n'y aura plus 35% de télétravailleurs à temps plein. La question, c'est de savoir combien de ces personnes feront le choix, au moins à temps partiel, de continuer à télétravailler. Avant la crise, on était à 60% des cadres, par exemple, pour donner un ordre de grandeur, qui télétravaillaient de manière ponctuelle. Alors, c'était 3% au niveau national sur l'ensemble de la population des salariés, mais c'était 60% des cadres qui, de temps en temps, télétravaillaient. On peut penser que ces cadres-là, qui habitent dans les grandes villes, par exemple, vont se dire, au lieu de télétravailler un jour par semaine, pourquoi je télétravaillerais pas 3 jours, par exemple, ou 4 jours par semaine, et donc, du coup, en télétravaillant la majorité de la semaine, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à habiter dans des grandes villes proches de mon lieu de travail, dans des zones chères? Est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à investir un peu plus loin
et dans ce cas, me permettre d'acheter quelque chose qui me permet de télétravailler dans de bonnes conditions avec une pièce en plus, un bureau par exemple, ou ce genre de choses. Et en fait, même avec un bureau en province, on se retrouve avec un logement qui coûte quand même moins cher que sans bureau à Paris. Donc, la question de la localisation sera importante, des choix de localisation, et ça aura évidemment un impact sur les prix immobiliers. C'est-à-dire que si vous avez, pour caricaturer, les 66% de salariés de Paris qui décident de quitter Paris parce qu'en fait, ils se disent bon, je pourrais télétravailler, on voit bien que sur le marché du logement et sur le marché de l'immobilier, ça change un peu l'histoire. Si on veut mettre en avant le télétravail, et c'est ce que nous souhaitons avec la présidente de région Valérie Pécresse, il faut absolument que l'immobilier s'adapte. Et comme il est peu crédible d'imaginer qu'on aura tous une pièce en plus ou un bureau en plus dans nos appartements ou dans nos domiciles, il faut certainement imaginer, quand on pense en termes de résidence ou en termes d'immeubles, recréer ce qui existe notamment dans les grandes villes aux États-Unis, je pense à New York par exemple, systématiquement le pied d'immeuble ou à un étage dans l'immeuble, il y a des salles communes. On va créer la salle de sport, on va créer aussi des salles de travail ou des salles de coworking, immeuble par immeuble, quand il s'agit de grands immeubles, ou à l'échelle d'une résidence, par exemple. Il y a certainement un défi à relever dans la zone métropolitaine sur ce sujet-là pour dire qu'il faut maintenant penser l'immeuble différemment. On s'est vu imposer le local à vélo, c'est bien, mais il faudrait imaginer que certains rez-de-chaussée, on puisse consacrer quelques mètres carrés à des espaces partagés à l'échelle d'une résidence ou d'un immeuble, pourquoi pas d'un quartier, pour pouvoir avoir des espaces de coworking. Si on n'a pas des espaces dédiés, on n'arrivera pas à l'objectif de télétravail. Parce que, objectivement, je ne sais pas si vous avez des enfants à quel âge ils ont, mais moi j'ai un petit garçon de 5 ans et une petite fille de 2 ans. Je ne peux pas réellement et de manière sereine télétravailler et notamment avoir des conférences comme celle-ci ou des interviews sans avoir le risque d'être dérangé ou d'entendre des cris derrière la porte, etc. Donc, c'est un bonheur sur 15 jours de pouvoir profiter plus de ma famille et de mes enfants, mais on n'a pas forcément l'espace dédié. Donc, il faut vraiment poser cette question-là et se dire l'immobilier de demain, c'est un immobilier qui a intégré cette idée qu'on peut télétravailler, qu'on peut avoir une activité de digital nomade et ne pas compter uniquement sur l'habitation. Travailler de son salon, ça a des limites, il faut être clair. Les conditions qui existaient pour réaliser ce type-là de comportement préexistaient avant le Covid. Il y avait des gens qui s'installaient dans la Drôme parce qu'il y avait les fameuses gares TGV, des gens qui se sont installés sur la côte ouest avec l'extension du réseau de la LGV jusqu'à Bordeaux, même jusqu'à Rennes ou à Lille ou autre. Les villes TGV qui rayonnaient autour de Paris, les fameuses villes à 1 heure de Paris en TGV, c'est un phénomène qui existait et qui préexistait à la crise du Covid. Au final, c'est un phénomène qui était très minoritaire, puisqu'il concernait, dans les estimations les plus larges de la SNCF, il concernait une vingtaine de milliers d'individus et il était assez coûteux, puisqu'il consistait souvent à prendre le train de manière quotidienne. Est-ce que demain, on va changer complètement d'ordre de grandeur ? Je ne le pense pas. Et donc, même si ce phénomène devait se multiplier par 2, par 3, par 4, on serait encore dans des ordres de grandeur qui ne sont pas de nature à modifier la composition d'une ville-centre comme Paris et même de la métropole du Grand Paris dans son ensemble. Donc, ça peut avoir des effets sur la localisation géographique. Ça, j'en suis pleinement convaincu comme Pierre. Après, je pense que c'est pas de nature à complètement modifier la structure sociale et professionnelle des grandes villes. Là où il peut y avoir un effet, mais encore une fois à mesurer, c'est plus sur un autre segment d'acheteurs de Paris, en tout cas des grandes villes, qui étaient des acheteurs plutôt âgés, plutôt retraités, ou en tout cas en fin de vie professionnelle, qui avaient des logiques de pied-à-terre. Et donc, qui sont un gros facteur d'achat sur le marché parisien. On sous-estime souvent cette population, avec des gens qui se disent qu'ils préfèrent avoir un pied-à-terre dans une ville dense, fournie en services hospitaliers, en services médicaux, où il est possible de se faire soigner vite, bien et dans des bonnes conditions. Est-ce que ces gens seront rassurés, inquiets vis-à-vis de la question de la densité ? Et dans quelle mesure on va avoir une crainte, une angoisse, une méfiance par rapport aux espaces les plus denses, et dans quelle mesure les personnes qui sont un peu plus âgées, qui sont de facto un peu plus touchées, même si le virus est assez égalitaire,
comment ces personnes-là peuvent réagir et peuvent sortir du marché parisien. Ce qui est intéressant, c'est que, juste pour rebondir là-dessus, on estime en gros à Paris, il y a un peu plus de 100 000 le nombre de doubles résidences possédées par des retraités, justement. Donc, c'est une fois qu'on a exclu les étudiants, ce genre de choses. Et on ne voit pas de retour de ces populations-là pendant la crise. C'est-à-dire que, en effet, l'argument qui est de dire je garde un pied-à-terre en centre-ville pour avoir accès aux aménités, aux services. Voilà, évidemment, il y a un grand nombre de services qui sont fermés, mais pour la santé, c'est en effet un vrai critère. Alors qu'on est en pleine pandémie mondiale, ces gens-là préfèrent rester dans leur résidence principale ou secondaire, ça dépend comment on l'appelle, mais que de revenir dans les centres-villes, parce que justement, les centres-villes et les services hospitaliers sont saturés dans les grandes villes et moins ailleurs. Donc la question des préférences, on voit bien que ce moment extraordinaire qu'on vit là est à même de changer la question des préférences. C'est-à-dire que même quelqu'un qui décide, qui se dit bah, « moi j'ai fait le choix d'habiter dans un cœur de ville pour justement avoir la proximité des commerces, proximité des transports, etc. etc. » Peut-être qu'aujourd'hui, il se dit, en fait, quand les commerces sont fermés, que les transports sont soit fermés, soit réduits, soit deviennent dangereux, je m'aperçois que ma préférence, elle n'est pas tant pour le centre-ville que je serais aussi bien à la campagne ou je ne sais où, dans les mêmes conditions. Et même si on revient à une économie un peu plus normale dans les mois qui viennent, le risque, il va perdurer. Et si ce n'est pas le Covid-19, ce sera potentiellement d'autres risques. C'est possible que les préférences au sens large du terme aient quand même tendance à évoluer un peu. C'est possible. Après, comme le disait Robin assez justement, on a souvent dit le TGV arrive, vous allez voir, tous les Parisiens vont partir. Alors, ça s'est observé dans certaines villes. On a beaucoup parlé de Bordeaux. C'est resté assez marginal. Et alors, certes, on va avoir plus de place si on va dans une ville à 1 heure de TGV de Paris qu'à Paris. Mais plus globalement, l'arbitrage entre ville, périurbain, campagne, qui a été un peu mis de côté, parce qu'on a beaucoup parlé ces dernières années ou ces dernières décennies de métropolisation, d'attrait des villes, tout ça. On peut penser que c'est cet arbitrage-là qui va changer un petit peu. C'est-à-dire que le jour où on nous dit, en fait, les transports en commun, c'est dangereux. Et pour votre sécurité, c'est quand même mieux de prendre votre voiture que de prendre les transports en commun. Ça peut changer quand même un peu l'histoire. On se rappelle de ce qui s'est passé il y a 2 ans avec la crise notamment des Gilets jaunes où on essaie d'expliquer aux gens non mais c'est parce que vous polluez donc il ne faut pas prendre votre voiture, tout ça. Je pense que le 11 mai ou le 12 mai, on observera à Paris quand même une explosion de la circulation automobile qui sera liée à un argument, prix du pétrole bas en plus, mais à un argument de sécurité. Si on prend un autre exemple qui peut être l'école, on voit bien que là, les arbitrages qui sont en cours sur la reprise de l'école, on nous explique on peut réouvrir les petites classes dans les communes rurales où il y a très peu d'élèves. Par contre, dans les grandes villes, là où il y a beaucoup d'élèves, là où c'est des gros collèges, des grosses écoles, ça va être plus compliqué, ça va prendre plus de temps. Donc, comment ça rentre dans l'esprit des gens qui se disent mais tout ça participe au fait que je serais plus en sécurité, je vivrais mieux, je pourrais mettre mes enfants à l'école dans certains territoires et pas dans d'autres. Alors, les villes à 1 heure de Paris, on parle d'1 heure de TGV. Oui. 1 heure de Paris en TER, en RER et en voiture, malheureusement, je doute que, justement, même au vu de ce que dit Pierre, c'est-à-dire qu'on a une résurgence de l'utilisation de la voiture individuelle, on va avoir une augmentation des bouchons. Et donc, en fait, en réalité, en termes d'éloignement géographique, les villes qui sont aujourd'hui à 1 heure de Paris en voiture, elles pourraient bien être à 1h30 à partir du 11 mai. Donc, on parle des villes en TGV, elles sont relativement limitées, on les connaît. C'est au nord, c'est Lille, c'est à l'est, c'est Reims. Au sud, c'est Lyon et le couloir rhodanien pour une partie d'entre elles. À l'ouest, c'est Angoulême et c'est Tours et Orléans sur la partie sur le cadran sud-ouest. C'est ça qui est à 1 heure. Après, il n'y a pas d'autres villes en TGV. Donc, elles sont connues. Les liaisons TGV qui les desservent sont
relativement maintenant balisées. Je veux dire, elles datent pas d'il y a 6 mois, donc on sait à peu près ce qui s'est passé en termes de comportement. Ça n'a pas transformé. L'exemple le plus typique, c'est Reims. Reims, c'est la ville qui est la plus proche de Paris en termes de TGV. C'est 45 minutes de la gare de l'Est. C'est une ville dont on a beaucoup parlé en disant qu'il allait avoir un afflux considérable de Parisiens qui allaient pouvoir se localiser à Reims avec l'arrivée du TGV. Aujourd'hui, on n'a pas constaté ce phénomène-là sur les 6 ans que le TGV à Est a ouvert dans sa version la plus rapide. Donc, voilà, moi, je reste assez prudent. Comme Pierre, je pense qu'il peut y avoir des modifications des préférences de localisation dont on n'a pas idée. À mon avis, elles concerneront moins les actifs que les gens qui sont en multi et qui sont plus âgés dans leur vie, qui peuvent se permettre qui ont une carrière qui leur permettent de mixer des emplois freelance, des emplois non salariés avec un certain nombre de revenus déjà issus de l'épargne ou de la retraite. Je vois beaucoup plus ce genre de choses et ça pose effectivement la question qui est quand même cruciale. 1,5 million de logements à Paris, 100 000, c'est pas 10%, mais c'est 8%, 7-8% du parc qui est en multi-détention. Donc, ça peut être quelque chose qui est non négligeable sur le périmètre francilien. Voilà. Après, on va voir sur la fréquentation des transports en commun. Moi, j'ai regardé un peu le benchmark de 93. 93, c'est les grands attentats du métro qui sont pour le coup, en termes de crainte ou en tout cas de menaces sur l'utilisation des transports en commun ont été sans doute un moment à paroxysme, en tout cas une inquiétude très forte. La fréquentation du métro a repris, après une légère baisse, a repris relativement une croissance assez attendue au bout de 12 puis 18 mois. Donc, en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de monde d'après. Je ne crois pas du tout à l'inflexion liée à une tragédie de ce type-là. Je crois beaucoup plus à un phénomène qui peut accélérer des réflexions sous-jacentes au sein de la population, au sein de nos propres comportements. La question qui va se poser, c'est vraiment cette relation à la densité derrière qu'on peut avoir. Est-ce que demain, dans un environnement où on a diabolisé un petit peu la foule, et en tout cas, on se dit qu'elle peut être porteuse de plus d'aléas et de risques que l'on ne le pensait auparavant, est-ce que la densité va être facile à produire dans l'espace urbain? Est-ce que les mairies vont être en capacité de délivrer des permis de construire? Est-ce qu'il y aura de la résistance qui s'organisera encore plus à l'échelon local pour limiter cette densification? C'est une vraie question qui peut surgir de cette crise. Juste un mot sur le monde d'après. En effet, il faut quand même rappeler qu'on parle d'une population, j'allais dire marginale. Le gros des actifs, il se concentre là où est l'emploi. C'est-à-dire que tant que l'emploi ne bouge pas, vous n'allez pas avoir de détente du marché immobilier. On a rappelé tout à l'heure qu'il y avait 2/3 des travailleurs et des salariés qui ne pouvaient pas télétravailler. Donc, eux, ils n'auront pas le choix. Il y a un grand nombre de télétravailleurs qui vivent ailleurs que dans des zones tendues aussi. Donc, tout ça ne va pas changer non plus la face du monde. Après, c'est intéressant d'essayer d'observer les inflexions qui peuvent avoir lieu sans forcément qu'on bascule dans ce que certains, en effet, appellent le monde d'après. Sur le marché immobilier en tant que tel et le marché du neuf, ce qui est une fois de plus extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on a mis pause. On a connu plein de crises, on a connu des crises d'offres, on a connu des crises de demande, c'est plus souvent des crises d'offres que des crises de demande, mais on a connu tout ça. Là, ce qui est un peu nouveau, c'est on a mis pause et on se demande un peu, quand on réappuiera sur lecture, ce qui va se passer, c'est-à-dire est-ce que tout va repartir comme avant, est-ce que les permis délivrés vont être mis en œuvre, est-ce que les biens mis sur le marché vont trouver des acquéreurs, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un gros choc sur le revenu des ménages. On parle beaucoup de l'épargne forcée, mais les ménages, au travers du chômage partiel, la hausse du chômage, des arrêts garde d'enfants, tout ça, vont perdre quand même du pouvoir d'achat. Et ça, c'est quand même le pouvoir d'achat et la dynamique de l'emploi, c'est quand même les deux principaux déterminants du marché du neuf. Quand on fait des petites équations pour déterminer combien de logements vont être produits dans les années qui viennent, on voit bien que les deux principaux déterminants, c'est la démographie et le marché de l'emploi et l'évolution du RDB. Donc, il y a quand même pas mal de doutes sur l'avenir, en tout cas à court terme, du marché du neuf. Sur le moyen long terme, Robin l'a dit, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choix d'urbanisation qui vont sûrement changer. Est-ce que la densification qui a été
quand même souhaité par un certain nombre de communes. Est-ce qu'on va poursuivre ça? Il y a tout un tas de doutes qui pèsent aussi sur les finances des collectivités locales. On sait que les grosses opérations de construction et de densification vont de pair avec de l'investissement public. Il faut construire des écoles, des crèches, des transports. Or, il y a un gros doute. Là, aujourd'hui, les collectivités locales soutiennent beaucoup l'économie française au sens large. On parle des soutiens de l'État, mais il y a beaucoup de soutien des collectivités locales, en sachant que les collectivités locales, de l'autre côté, font face à des coupes budgétaires importantes. Donc, il y a pas mal sur le marché du neuf, en tout cas, il y a pas mal de doutes et il y a aussi pas mal de risques. Oui, effectivement, comme l'a dit Pierre, le sujet sur le marché du neuf, ça va être l'équilibre entre un choc de demande, parce qu'il y a quand même des ménages qui vont perdre beaucoup de pouvoir d'achat. Là, on n'est qu'au début du phénomène, mais les estimations entre plusieurs centaines de milliers et voire jusqu'à peut-être millions de demandeurs d'emploi en plus d'ici la fin de l'année, ça impacte direct sur le marché du neuf. Et de l'autre côté, on a l'autre équilibre, c'est-à-dire qu'on a un choc d'offres avec effectivement cette année, une année où il y a eu peu de production de logements, notamment au premier trimestre. On s'attendait à ce qu'il y ait un démarrage très très fort à partir de mi-mars sur avril, qui étaient des mois de lancement d'opérations massifs et qui ne le sont pas de facto. Et il y a l'inconnu des municipales. Dans quelle mesure ces élections municipales vont être décalées, dans quelle mesure elles auront lieu, les exécutifs en sortiront et avec quel mandat, en quelque sorte, ils seront capables de poursuivre ces réflexions. Donc, on a un équilibre qui va se trouver entre choc de la demande et choc de l'offre quelque part. Est-ce que ça aura un impact énorme sur les prix? De mon côté, je n'en suis pas sûr. Ça aura quand même. Il faut aussi voir que dans l'équation économique de la production du neuf ces dernières années, les propriétaires de foncier ont capté une grande partie de la rente, si vous me permettez d'être un peu cru sur les mots. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi de la marge. Un gros mot. Il y a aussi vous allez voir, on va finir avec une banderole commune. Pour prévenir, je mets bip à chaque fois, du coup. Les propriétaires de fonciers ont aussi de la marge pour baisser leurs prix, c'est-à-dire que ils ont connu une augmentation extrême de la disponibilité de ces prix-là. La question, c'est quels acteurs, des acteurs publics de détention du foncier, des acteurs qui ont parfois qui vont être aussi stressés un petit peu sur les bilans qu'ils peuvent avoir avec ces fonciers-là. Mais donc, je ne pense pas que l'ajustement se fera sur les prix. Après, c'est qu'à moyen ou à long terme, si on se dit que les choix de préférence de localisation, c'est ma conviction, vont évoluer, mais marginalement, et qu'on va avoir une année où on va produire très, très peu de logements, on peut finir l'année à peut-être 40, 50 000 logements en Île-de-France. Alors, très en deçà du besoin. Ça a aussi des conséquences sur ce qu'a dit Pierre. On a vu que le Covid, malheureusement, a touché en priorité des quartiers où il y avait suroccupation des logements, que ce soit à New York, dans le Queens, on a montré que sur les 25 quartiers les plus touchés, 16 présentaient des taux de suroccupation, donc de plus de 20%, donc avec plus d'une personne par pièce dans l'appartement. À Londres, on sait que c'est les quartiers les populaires qui ont été le plus touchés. En Île-de-France, on sait qu'aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis a été particulièrement touchée, et je pourrais faire le détail ville par ville. Aujourd'hui, le problème n'est pas tant la densité que la surpopulation des logements. Et donc, ne pas produire des logements aujourd'hui, c'est s'exposer à des crises pandémiques demain aussi. Donc l'équation est évidemment, elle est complexe, mais une mauvaise qualité de logement aujourd'hui, c'est aussi des logements qui demain rendent les villes moins résilientes et en tout cas plus fragiles face à des pandémies de ce type-là, comme ça l'a été auparavant dans les villes de Londres et de Paris au 19e siècle et ainsi de suite. Non, mais tout ce qui a été dit est évidemment juste. Ce qui est intéressant, c'est que le sujet du logement a apparemment été saisi par les dirigeants politiques, on va dire. Il y a un consensus pour dire c'est un vrai sujet, la suroccupation c'est un vrai sujet, le sans-abrisme et les populations fragilisées vis-à-vis du logement, c'est un vrai sujet. Il faudra voir si dans le monde d'après, parce que même si on n'est pas d'accord avec l'existence du monde d'après, certains le sont, donc on va l'appeler le monde d'après, si dans le monde d'après, ces publics-là, ces populations-là qui sont fragilisées vis-à-vis du logement sont mieux considérés et est-ce qu'on leur propose en effet un certain nombre de solutions. J'ai vu passer des propositions de plan de relance de l'immobilier dans lesquelles
le logement social avait une importance importante. Alors, c'était des plans en plus qui n'étaient pas forcément portés par l'USH ou les promoteurs du logement social habituel. Donc, c'est bien, le monde change. Et puis, donc, il y a à la fois le logement social et puis il y a une sorte de soutien public à la construction qui est appelé des vœux de grand nombre d'acteurs. Donc, ce sera intéressant de voir si ces plans de relance du marché immobilier, est-ce qu'en gros, on va utiliser les mêmes outils qu'avant? Est-ce qu'on va nous refaire un super prêt à taux zéro pour solvabiliser les ménages? Est-ce qu'on va nous faire un super dispositif Pinel pour que les gens investissent dans le neuf? On a un peu l'impression que ces recettes-là, c'est les recettes du monde d'avant et pas du monde d'après. Ou est-ce qu'on va essayer d'inventer un nouveau modèle de financement du logement neuf? Ça va être extrêmement intéressant à observer. La question à 100 milliards. Ouais. Non, mais je pense que tous les plans de relance vont être déchirés entre deux objectifs. C'est-à-dire que se dire que les outils qui, de facto, marchent le mieux à court terme sont des outils connus, classiques quelque part, et en même temps, ils sont pleins de vices, en même temps qu'ils ont de la vertu. Donc, on a envie d'inventer des dispositifs qui soient mieux calibrés, plus fonctionnels, et qui créent des incitations de long terme. Et voilà, c'est tout le tiraillement des plans de relance et de la politique publique dans une crise comme celle-ci, c'est qu'on veut être efficace, donc on a recours à ce qu'on connaît et à l'ancien, et en même temps, il faudrait que dans ces périodes-là de crise, on soit capable de la crise. Je rappelle, c'est la même racine que passer au crible, c'est le moment où on doit choisir, donc c'est le moment où on devrait faire des choix beaucoup plus radicaux. Et donc ce tiraillement-là, il est valable pour le secteur du logement, et comme l'a très bien dit Pierre, on va se retrouver avec un sujet de se dire voilà à quelle mesure on a essayé par le passé et ont été en mesure de soutenir la demande. Il faut des mesures de soutien à la demande, mais on va avoir un choc d'offres là à court terme d'ici fin d'année qui pourrait être conjugué à une trop forte hausse de la demande ou à des dispositifs fiscaux trop orientés sur la demande. On peut se retrouver avec quelque chose qui fera inflater les prix, ce qui est l'objectif de personne. Je pense que personne n'a volonté d'inflater les prix dans cette période-là. Donc, attention à ça. Essayons vraiment, de mon point de vue, d'avoir un dispositif de soutien aux collectivités publiques pour continuer à produire de l'urbanisme. Essayons d'avoir un de mes combats qui ne me coûte pas cher, mais qui est la digitalisation de la procédure d'urbanisme, qui est une promesse du gouvernement à décembre 2021, tous les permis de construire en numérique. C'est maintenant ou jamais qu'on la tient. C'est-à-dire que c'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'avoir une procédure d'urbanisme qui est totalement digitale, qui est accélérée, qui dure beaucoup moins de temps que ce qu'elle durait auparavant, tout en prenant en compte les intérêts ou les remarques et de la puissance publique et des citoyens qui sont concernés par les projets d'aménagement. C'est maintenant. Si on n'est pas capable de fournir maintenant des outils qui doivent permettre de produire plus vite des décisions d'urbanisme, voilà, les dispositifs fiscaux, c'est bien, ça marche bien, on sait que ça fonctionne, évidemment. Ça a des effets d'aubaine monstrueux et ça peut surtout amener à une sortie de crise qui, malheureusement, favorise des gens qui ne sont pas les plus touchés par cette crise. C'est-à-dire que les gens qui sont en épargne forcée aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui vont le plus souffrir de la crise, et ce n'est pas nécessairement le public qu'on devrait le plus aider aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, dans une logique qui est une logique d'équité et un sentiment de se dire que la crise, qui est peut-être égalitaire d'un point de vue sanitaire, ne devienne pas totalement inégalitaire à la sortie, avec des gens qui en profitent ou qui n'en profitent pas. Je livre juste un chiffre là-dessus, mais il y a l'étude du Cevipof qui est sortie sur la perception des Français, des Allemands et des Anglais par rapport à la crise. 80% des Français et des Allemands considèrent déjà que certains ont profité de la crise pour s'enrichir. C'est aussi le sentiment qu'on doit essayer de nuancer, de neutraliser, en tout cas de faire en sorte qu'il ne soit pas prouvé et justifié en sortie de crise, sinon on risque d'avoir des vrais problèmes. La question de la relance, elle se pose aussi, elle va mettre à mon avis en exergue la différence de temporalité entre les discussions qu'on pouvait avoir au début là, sur les choix de localisation, les préférences, tout ça c'est des enjeux de moyen long terme. On voit bien que s'il y a un plan de relance qui est annoncé à l'automne, espérons qu'on verra ses fruits en 2021, mais les logements qu'on aura potentiellement construits en 2021 suite à la crise ne sont pas forcément les logements dont on aura besoin en 2030, une fois que les préférences des Français auront changé. Donc, cette différence de temporalité entre la décision politique, publique, le temps de la construction et le temps de vie des logements,
va être mis, à mon avis, en exergue par la crise. Sur les outils à mobiliser, en effet, il faut regarder. Enfin, c'est pas une fois de plus en faisant un super PTZ qu'on va loger les gens qui sont dans des logements suroccupés dans le 93. On voit bien que c'est pas ça, et c'est pas non plus en les solvabilisant massivement. Vu les coupes budgétaires qui ont été faites dans les appels, je suis pas sûr que ce soit le chemin pris par le gouvernement de solvabiliser massivement ces publics-là, mais l'une des solutions, c'est peut-être d'élargir des dispositifs qui existent aujourd'hui. Robin a parlé de la captation foncière et de la rente, parce que c'est toujours pas un gros mot, capté par un certain nombre de propriétaires fonciers. On sait qu'il y a des dispositifs qui fonctionnent plutôt bien, qui ont été expérimentés à des niveaux locaux, tels que les organismes de foncier solidaire, ce genre de choses. Peut-être qu'il faut réfléchir à comment on fait pour avoir une meilleure maîtrise du foncier, des prix, des choix de localisation, et avoir une meilleure maîtrise en réalité de la dépense en logement des ménages. Ce qu'on voit avec la crise actuelle, c'est que quand il y a un choc massif de revenus sur un certain nombre de ménages, vous vous retrouvez avec une explosion d'impayés de loyer, un risque très fort qui pèse sur des propriétaires bailleurs individuels d'ailleurs, qui en logeant des ménages modestes se retrouvent potentiellement avec des impayés de loyer et donc eux-mêmes des difficultés financières. Et donc la crise, en mettant en lumière toutes ces interactions, peut permettre de réfléchir un peu sur qu'est-ce qu'on veut comme marché du logement demain, qu'est-ce qu'on veut comme marché immobilier. Est-ce qu'on veut, une fois de plus, des villes comme Paris où 1/5 de la population quitte le territoire pour aller s'installer ailleurs, alors que des populations de travailleurs qui, eux, travaillent dans cette ville, ne sont pas capables de se loger. Il y a eu ce débat-là pendant les municipales. Alors, c'est passé un peu vite parce que sur la fin de la campagne, on avait d'autres problèmes que les débats politiques. Mais la question de comment on vit la ville, on en a un peu parlé, mais elle est centrale, mais c'est une question politique. Et donc, elle se réglera en partie grâce aux politiques. Mon espoir, sans penser à un monde d'après, c'est que la crise actuelle a quand même mis en lumière un certain nombre de difficultés, d'aberrations du marché du logement. Alors, on a été confronté à la suroccupation, on a été confronté à la surmétropolisation d'un certain nombre de territoires. L'espoir, c'est que la crise permette de sortir un peu par le haut, en réfléchissant à de nouvelles solutions, en essayant de régler les problèmes de logement de millions de Français et de ménages français qui aujourd'hui sont confrontés à ces problèmes, qui avant étaient déjà confrontés à ces problèmes et qui aujourd'hui le sont 24 heures sur 24 depuis plus d'un mois et qui vont l'être pendant presque 2 mois. Donc si on arrive à trouver des solutions pour ces Français-là, on sera déjà... la crise aura au moins servi à ça. Je pense également que si on a pu remettre le sujet logement au cœur du débat et à une place qui est la sienne suite à cette crise, ça pourra être un des effets positifs. Encore une fois, ce n'est pas du tout pour dire que cette crise a au global un effet positif. Il faut lui trouver des facteurs d'éléments ou des éléments positifs, remettre le logement à sa juste place. On peut espérer que ça en soit un. Et encore une fois, à condition d'avoir des solutions ou des réponses qui soient ambitieuses, radicales et pas nécessairement copiées du passé, parce que le passé nous a amené quand même à aujourd'hui vivre un confinement très difficile pour beaucoup de Français. L'immédiat.